BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce mardi. Toujours un vrai plaisir, sincèrement, que de vous retrouver sur BFM Business. Que ce soit à la radio, à la télé, en replay, en podcast ou en direct. Merci de nous suivre chaque soir du lundi au jeudi. C'est Tech Co, la quotidienne, 90 minutes de tech. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co, eh bien, on va revenir sur l'intelligence artificielle, bien évidemment. Tous ces chatbots que l'on utilise, est-ce que bientôt ils seront financés par la publicité ? Bien, écoutez, c'est la question qu'on va se poser dans quelques instants. On découvrira aussi une start-up intéressante, Made in France, qui va se lancer dans la robotique avec des parrains prestigieux, Xavier Niel, Yann Lequin. On fait le point dans quelques minutes. Et puis, on parlera aussi de vision, vous le savez. La société Essilor Luxottica vise l'excellence dans le domaine des verres, notamment avec un centre d'excellence qui a été ouvert à Paris il y a quelques temps de cela. On le découvrira avec un porte-parole Essilor qui sera avec nous sur ce plateau. Voilà le sommaire, un grand merci d'être là. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne, comme chaque soir. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech, évidemment pour débuter cette émission, vous le savez, c'est comme ça chaque soir, 1 heure pour revenir sur les grands titres d'actualité tech du jour. Et on débat ça avec nos spécialistes. Ce soir, sur le plateau, Christophe Holnet. Bonsoir François. Salut Christophe. Il y a quelques années, c'était le président de Microsoft France et Asie du Sud. Il est parti, la tête haute. Et puis maintenant, il est senior advisor chez Seven2, auteur aussi de bouquins passionnants. Merci d'être là, Christophe. Merci, François. Pour analyser la tech avec nous. À tes côtés, Yves Maître. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital. Il était ancien patron d'HTC. Tu as eu des postes aussi très importants chez Orange. Tu connais parfaitement tous les rouages de la tech. C'est toujours un plaisir que d'écouter tes analyses, mon cher Yves. Merci. Et puis, faut-il encore présenter la star de BFM Business, les amis ? Un petit peu quand même. Un petit peu star ou un petit peu pas présenté ? Ma renommée n'est pas encore allée au-delà des frontières européennes. Oh là là, c'est Frédéric Simotel, bien évidemment. Vous l'avez reconnu, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. On va commencer par la guerre des puces, si vous voulez bien. Sujet passionnant qu'on évoque souvent. Et c'est une petite victoire pour Nvidia. Le fabricant de puces américain va finalement pouvoir expédier certains de ses semi-conducteurs les plus performants, enfin, vers la Chine. C'est Jensen Huang qui est content. Washington avait jusque-là drastiquement limité leur exportation de peur de se faire dépasser par Pékin dans l'IA. Alors ce déblocage est le résultat d'un intense lobbying réalisé auprès de l'administration Trump. Erwan Morris nous explique tout ça et on revient juste après sur ce plateau. La puce H200, 6 fois plus performante que le modèle précédent d'NVIDIA, peut à nouveau être exportée vers le marché chinois. En échange, un quart des revenus générés par ces ventes vont être reversés au gouvernement américain, une façon pour Washington d'engranger davantage de recettes. Pour NVIDIA, qui se bat depuis des mois pour conserver son accès au deuxième marché mondial de puces, c'est la possibilité de générer des milliards de ventes supplémentaires. Un déblocage soutenu par David Sachs en personne. Le bras droit technologique de Donald Trump considère que cette mesure va permettre à Nvidia de concurrencer Huawei sur son propre marché sans pour autant permettre à la Chine de passer devant les États-Unis dans le domaine de l'IA, une analyse que tous les experts ne partagent pas. Un ancien conseiller de Joe Biden s'inquiète, lui, du renforcement considérable des capacités chinoises que cette mesure va permettre. Mais si la Chine peut à nouveau commander ses puces très performantes, elle ne peut en revanche toujours pas utiliser la gamme Blackwell d'Nvidia, considérée comme la plus avancée du monde. Voilà, donc ça bouge quand même. Je pense que Jensen Huang doit pousser un ouf de soulagement, même s'il n'est pas total, puisque Erwan le disait, les puces Blackwell qui sont la crème de la crème, le top du top, ne sont pas autorisées en Chine. Un petit peu d'oxygène donc pour les H200. Yves, peut-être commencer par toi. C'était intenable de toute façon cette situation, non ? Je pense que il était impossible pour les États-Unis d'arriver de bloquer en fait l'importation de ces puces, parce que forcément elles pouvaient aller en Chine d'une manière ou d'une autre, par des biais détournés, non ? Alors, d'abord, il y a 2 niveaux de jeu. Il y a le niveau Nvidia en tant qu'entreprise, et puis il y a le niveau de jeu États-Unis-Chine. D'accord ? Donc, si on commence par le niveau de jeu États-Unis-Chine,
Non, je pense qu'en fait, le trafic de puces, j'allais dire, était assez bien contrôlé et ça devenait vraiment très, 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 très difficile pour la Chine ou des sociétés chinoises, directement ou indirectement, de se fournir chez NVIDIA. Donc je pense que le blocus... Après, avec les data centers, ils peuvent se connecter oui, mais même en dehors ça, des frontières, même non ça devenait... Oui, alors oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire, on parle de ces puces physiques, mais en fait, il suffit que tu te connectes à un centre de puissance d'un data center qui est de l'autre côté de la frontière, et puis c'est réglé. Oui, mais même ça devenait difficile. Ça devenait difficile. Parce que ce sont des investissements, en plus NVIDIA, qui sont très fortes, et si tu te fais prendre la main dans le sac, parce qu'en effet, c'est toujours possible d'aller chaparder un peu de pot de dans le pot de Nutella, mais s'il y a la bouche qui est pleine de chocolat, vu les investissements, et si NVIDIA commence à bloquer, c'est des investissements littéralement de plusieurs dizaines de milliards, et là, ça commence à se voir. quelques... Voilà, ça vaut pas le coup. Il y a eu une arrestation il y a quelques heures de contrebandiers américains qui récupéraient, qui achetaient des H100 et des H200, qui les remettaient sur des cartes mères sous une autre marque et qui expédiaient ça en Chine. Wow. Non, je pense qu'on on les arrêtait il y a quelques heures, c'était dans la news. Non, mais on n'empêche jamais des choses comme ça. C'est devenu très difficile et je pense que voilà. Donc voilà. Maintenant la question qui se pose à ce niveau de jeu là, puis après il y a le niveau de jeu Nvidia. À ce niveau de jeu là, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, les Chinois n'ont pas eu accès. La position américaine s'est durcie. Et évidemment, les Chinois ont pallié à ça avec leur propre technologie et leur propre puce. Et donc, ont développé des choses qui, certes, ne sont pas au niveau, mais qui sont quelque part, qui ont 2 ans de retard, 3 ans de retard, mais qui ne sont pas si mauvaises que ça pour faire un certain nombre de choses. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Et puis la troisième chose, au niveau encore géopolitique, c'est qu'il y a quand même le jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, tu me donnes pas ça, je te donne pas mes terres rares. Et à un moment donné, le bras de fer, il devient assez équilibré. Et je pense qu'il y a dû avoir un accord entre Tu penses que pour les US, c'était intenable, cette situation? Je pense que c'était difficilement tenable. D'accord. C'est difficilement tenable. Mais la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas lâché trop tard? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu lâcher avant, comme disait Jensen Huang? Ça va être intéressant de scruter les carnets de commandes de cette puce H200 dans les semaines et les mois qui viennent, pour voir si justement il y a une explosion. Parce que tout ça est quand même assez encadré. Je crois que c'est pas n'importe qui peut acheter ces puces-là. Oui, en fait, il y a beaucoup de contraintes. Voilà, il faut une labellisation. Enfin, voilà. Là, c'est pas que la Chine qui est concernée, il y a tout un tas d'autres pays. Oui, bien sûr. En fait, il donne... il faut déclarer les clients. On ne s'est pas accepté pour tous les clients. Donc, il y a un contrôle déjà sur les clients auxquels tu peux vendre. Et puis, tu as également une autre dimension qui est qu'il y a un surcoût, qu'il y a une sorte de taxe géopolitique, si je puis dire, de 25% que le gouvernement américain récupère. Il fera la même chose d'ailleurs avec Intel et AMD. Donc, on a quand même pas mal de contraintes. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Yves, à savoir, les Chinois, ils savent très bien qu'il faut qu'ils puissent développer une alternative. Et donc, ils ne sont pas restés les 2 pieds dans le même sabot depuis 18 mois. Et donc, ils ont certainement des choses qui ne sont pas au niveau, mais qui, quelque part, qui rattrapent progressivement leur retard. Donc là, il y a une stratégie qui consiste à dire... un petit peu, je dirais un peu comme un dealer, je vous donne un peu de cette drogue Nvidia, mais pas le nec plus ultra pour vous garder un peu accro. Mais je pense que de l'autre côté, ils vont certainement pas s'endormir, ils vont certainement utiliser ce qui peut être utilisé, mais derrière se prépare pour moi une alternative chinoise. Dans les années qui viennent. C'est-à-dire on rentrait un peu dans une sorte de guerre froide technologique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un accord, une négociation, pas une concession, parce que je pense que les Américains veulent quand même garder le contrôle. Et donc là, à mon avis, il y a 3 scénarios parce qu'il y a un scénario qui peut peut-être un peu mettre la pagaille, c'est celui de Taïwan, parce que le premier, c'est ce qui se passe là, une détente contrôlée, on va dire. Je vous laisse un peu la main, je bride certaines puces, je contrôle, puis je fais un peu le genre. C'est sans doute la plus probable. Qui est la plus probable. Le deuxième scénario, c'est si ça se durcit, s'il y a l'histoire de Taïwan, si la Chine commence à se montrer 2027. Vous savez, je ne sais plus qui nous disait ça l'autre jour, mais il paraît qu'au Pentagone, ils ont une horloge qui en décompte et qui indique... Qui dit voilà. J- temps avant l'attaque des Chinois à Taïwan. Avant la date 2027 où ils pensent que les Chinois vont se rapprocher de Taïwan. Donc là, on aurait une deuxième hypothèse. Et puis un deuxième scénario. Puis
troisième scénario, qui doit se faire aussi derrière, mais là, la Chine a quand même pas mal de retard. On dit 3 à 5 ans, certains disent sur les tout petits, c'est 10 ans de retard qu'aurait la Chine. Puis il y a toute la partie logicielle. Hein. Et là, c'est que la Chine acquiert une certaine autonomie. Alors, on a vu à quelle vitesse les Huawei savent se retourner. On a vu cette société aussi, Morse Trade, qui est arrivée aussi sur le marché. On a Cambricon. Enfin, ils ont quand même des gens derrière. Ils savent, je pense, se fournir en machines ASML. Et puis, le rétro-engineering doit être compliqué pour recréer du ASML. Mais bon, voilà, ils vont rattraper peu à peu. Après, ce sera peut-être pas forcément la même qualité. Ce sur quoi joue Nvidia dans ces nouvelles puces, c'est aussi moins d'économie d'énergie. Là, les Chinois peuvent se dire, écoutez, on s'en fiche de consommer autant. Si on peut avoir un truc hyper puissant pour développer nos IA et qui consomme beaucoup, pour l'instant, on est chez nous, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, il va quand même falloir voir tout ça. Je pense que de la part des Américains, il fallait le faire, de toute façon, que ce soit pour Nvidia, que ce soit pour la détente, parce que ça, les Chinois n'aiment pas trop. Puis rappelons-nous que les Chinois avaient quand même dit à un moment, on va interdire du Nvidia, parce qu'on pense qu'il y a des backdoors et qu'ils pourraient récupérer des datas. Donc, je pense, comme tu dis, Yves, comme dit tous les deux, je pense que les Chinois, ils disent oui, mais ils sont déjà partis sur ils vont accepter les H200 parce que ça. Mais... je crois qu'on est complètement alignés. Il y a une désescalade, mais la séparation, le divorce est constaté et que les Chinois vont continuer leur propre route, les Américains la leur, et puis on verra bien ce qui se passera. Par contre, il y a un deuxième niveau de jeu, c'est le niveau d'Nvidia en tant que société. Hein, c'est quand même la plus grosse capitalisation mondiale. Oui. Et là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect silicium et l'aspect écosystème, qui s'appelle CUDA. Alors, sur l'aspect silicium, il ne faut pas oublier qu'ils font des GPU et que Google a développé des TPU, qui est de l'ASIC, et qui est beaucoup plus pour la fonction d'entraînement, qui est beaucoup plus performant, qui est beaucoup moins flexible, mais beaucoup plus performant. C'est-à-dire qu'ils ont fait Gemini 3 dessus. Pardon ? Ils ont entraîné Gemini absolument. 3 dessus. Donc ils ont fait une voiture de course dédiée pour un circuit, on va dire. C'est vraiment du sniper en termes de puissance processeur. Et tout d'un coup, Nvidia, qui est le roi des GPU, on trouve un peu déstabilisé. Et lui, il avait une voiture pour tous les circuits, c'est ça. Et Google a fait une voiture pour ce circuit-là. Et là, il se retrouve quelque part déstabilisé, et donc il a une concurrence interne qui n'existait pas. La deuxième chose, tu le disais, c'est la concurrence externe des Chinois, puis il a un autre souci, c'est son écosystème. Parce que, en fait, quand tu as un chip, il faut le programmer. Donc, il faut des outils. Il faut apprendre à le programmer. Donc, on te donne des outils pour les développeurs qui s'appellent un kit CUDA, CUDA. Ouais. Et donc, tu es formé à l'école, tu es formé dans les entreprises pour développer ça. Et donc, tu es accro, pour reprendre ton expression, Christophe, sous le fait non seulement du chip, mais parce que tu sais comment travailler avec cette pièce, ce couteau et cette fourchette. Et là, il y a, si les Chinois utilisent d'autres outils, des baguettes par exemple, pour manger, tout d'un coup, une partie du monde va basculer sur d'autres outils. Et puis si les gens qui font du silicium, comme Google avec son TPU, fait d'autres outils, tout d'un coup, tu n'es plus majoritaire sur les outils. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, la perte de souveraineté ou la perte de quasi-monopole de CUDA est, à mon avis, plus important que les chipsets par eux-mêmes. Et puis n'enterrons pas trop vite Intel, AMD, n'enterrons pas trop vite les Samsung non plus, enfin, tous ces gens-là. Et puis, c'est marrant parce que j'ai discuté avec quelqu'un que tu connais bien, Jean Schmitt, qui disait l'autre jour, tiens, et en Europe, pourquoi on n'ouvrirait pas ? Alors, lui, il estime qu'il faudrait 12 milliards. Donc, Jean Schmitt, qui travaille avec Yves chez Jolt, et qui dit qu'il faudrait 12 milliards en Europe pour essayer de relancer la filière. Ça fait peu. Ça fait peu, mais... Parce que quand on voit la valse des milliards, ça paraît presque rien à l'échelle européenne. Peut-être aller voir les Saoudiens, leur dire, écoutez les gars... À l'échelle européenne, c'est peu. Peut-être un truc à faire. Et puis après, il y a aussi, alors, quelque chose qui nous échappe peut-être, c'est tout l'aspect géopolitique. Est-ce que je te donne ça, tu me donnes ça ? On sait qu'il y a pas mal de négociations qui sont actives en ce moment entre la Chine et les États-Unis. Il y a TikTok.
bien évidemment, qui sans doute doit être un levier de négociation important. Les terres rares. Les terres rares, les droits de douane aussi, etc. Enfin bref. Donc on est dans un contexte où on ne peut pas vraiment juger que de cette action-là. C'est dans un contexte de négociation qui est vachement plus large. Mais ça permet quand même de mesurer la puissance de ces acteurs-là, puisque finalement c'est devenu un outil géopolitique avec un gouvernement américain qui quand même définit la politique commerciale de l'acteur. 19h47, autre titre d'actualité dans la tech, eh bien, c'est Google, puisque la Commission européenne enquête sur l'intelligence artificielle de Google, qui visiblement n'a pas rémunéré ses créateurs. Et c'est ce que reproche en fait cette enquête, parce que vous savez, Google est comment dirais-je, une espèce de gros monstre qui ingurgite énormément d'informations, une espèce de gargantua de la data. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement Google ne devrait pas le dire, parce que tout ça est quand même assez flou, notamment sur tout ce qui touche à la création du web et des éditeurs web qui sont évidemment visés par cette aspiration de données, et puis aussi les créateurs de vidéos YouTube. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette commission et cette enquête est légitime, Christophe ? Moi, je pense que oui. En fait, là, en l'occurrence, il y a, comme tu le disais, un flou autour de la façon dont a été entraîné Gemini, puisqu'il n'y a pas eu véritable... On ne sait pas en tout cas, il n'y a pas eu de consentement explicite d'un certain nombre d'acteurs, et il y a même eu des discussions un peu houleuses avec les acteurs de médias en disant, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, ou alors on supprime les liens vers les médias. Et aujourd'hui, ça représente une énorme partie du trafic. Donc, de toute façon, Google est dans une position ultra dominante, et à ma compréhension des choses, c'est qu'il y a deux griefs. Un premier grief qui est effectivement le consentement et la non-rémunération potentielle des acteurs médias. Et puis il y a un deuxième grief qui est l'utilisation pour ses propres besoins d'un certain nombre d'actifs comme les vidéos YouTube ou d'autres choses qui, non seulement on utilise les données, mais en plus on ne permet pas aux concurrents potentiels d'accéder aux mêmes données. Donc on a un avantage concurrentiel important. Et effectivement, je pense que, et on va voir ce genre de problématique avec la Commission européenne de plus en plus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs qui disent il y en a marre, on régule trop, etc. Mais la réalité, c'est que le DMA, il a été fait pour donner un environnement de compétition un peu plus équitable dans la mesure où il y a des grands acteurs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été appelés gatekeepers, qui décident de qui a le droit de fonctionner ou pas sur ma plateforme. Donc quelque part, les grands acteurs big tech se développent à partir de positions dominantes, soit en développant des fonctions additionnelles, soit en ayant une capacité de financement tellement importante qu'elles peuvent décourager toute concurrence potentielle. Donc cette puissance-là, il est quand même naturel d'avoir un environnement de régulation qui permette à d'autres acteurs d'émerger. Sinon, ce sera, à mon avis, la destruction de pans entiers de l'industrie, sans parler des startups européennes. Yves ? Moi, ce que je pense, c'est que les grosses entreprises américaines se comportent au mieux comme des cow-boys, au pire comme des voyous ou des voleurs de grands chemins. Donc en effet, ils ont fait main basse sur un certain nombre de données, et pas uniquement françaises ou européennes. Ils ont fait main basse sur un certain nombre de données, et que, un peu comme Uber dans son temps, ils arrivent, ils se mettent en forte, puis quand on a pris l'habitude d'utiliser, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc c'est une espèce de voleurs de grands chemins ou de cow-boys qui font une espèce de kidnapping, et puis après, on est dépendant. Bon. Donc tout ça, c'est triste, c'est fort triste, mais c'est une certaine réalité, et on est toujours derrière, on court toujours derrière, et on n'arrive pas à prendre de l'avance. Moi, donc ça, c'est une perspective. Puis il y a une deuxième perspective, et celle-là, en tout cas, moi, elle m'interpelle, parce que je ne sais pas bien comment la traiter. J'ai beau réfléchir, je ne sais pas bien comment la traiter. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez des données. Bon, alors une donnée qui est prise sur ton livre, par exemple, ok, et puis une donnée qui est prise sur un papier que Frédéric a écrit. Bon, donc l'intelligence artificielle se nourrit de ça. Tu as oublié excellent papier. Oui. Un exceptionnel papier. C'est-à-dire qu'ils ne prennent que des papiers de référence, que ce soit des livres ou des... Donc on est forcément dans l'excellence, ok ? Donc à partir de cette excellence, ils font un mixte. Et ils recrachent un troisième papier qui est quelque part un mix de ces deux papiers-là.
Ce papier-là, ça s'appelle ce sont des données de synthétiques, on appelle ça des données synthétiques. Et ces données synthétiques, elles se nourrissent d'une multitude de choses. Ces données synthétiques mélangées à d'autres données synthétiques. Et donc, on arrive à un moment donné, c'est le cas de le dire, à plus savoir où les choses ont été prises. Donc, c'est très difficile de dire cette pièce d'or, c'était la mienne, puisqu'elle est dans un sac où il y a des tas de pièces d'or et on ne sait pas trop d'où ça vient. Elles ne sont pas toutes les mêmes, mais c'est compliqué de les différencier. C'est très compliqué. Différencier. Parce que tout ça, c'est mixé et qu'à la fin, on a beaucoup de mal à le voir. Et la deuxième chose, c'est comment on va faire avec ces données synthétiques. Et le problème n'est pas tant... Enfin, il est bien sûr sur tout ce qui est écrit, ou tout ce qui est image, ou tout ce qui est vidéo, mais il est d'une autre nature sur quand l'AI fait des codes, en particulier sur l'open source. Parce que l'open source, c'est open source. Donc on a le droit de le prendre. Okay, mais normalement, en théorie, quand on prend quelque chose d'open source, on n'a plus le droit de le fermer. Pour simplifier, hein, c'est très schématique ce que je dis, mais on n'a plus le droit de le fermer. À partir du moment où on prend de l'open source avec des choses d'autres open source et des choses qui ne sont pas open source, et qu'on ne sait plus ce qui a été pris de l'open source et pas de l'open source, question, est-ce que ce nouveau programme qu'on a mis, il doit être en open source, puisqu'il s'est nourri quelque part, mais on ne sait pas vraiment comment ni quoi, ou pas. Et donc, il y a un vrai souci autour de l'open source et de l'utilisation de l'open source par des plateformes fermées, puisque, en théorie, elles devraient ne pas pouvoir, ou elles devraient les rouvrir, et là, elles ne le font pas. Donc, on se rend bien compte que ces données de synthèse, quelque part, percutent nos réflexes historiques, nos réflexes naturels et notre législation historique et naturelle. Donc il va quand même falloir aussi, à un moment donné, trouver un moyen législatif ou de régulation adapté à ces données de synthèse, et ça, c'est vraiment compliqué. Non, et puis parmi les griefs de la Commission européenne contre Google, il y a aussi l'entraînement de son IA avec toutes les vidéos YouTube. Oui, c'est ça. Je le disais, sans le consentement, etc. Et surtout interdire aux autres. Non, c'est que pour nous. Hein. Les autres, vous débrouillez, trouvez des vidéos dans vos coins. Bon, parce qu'il y a quand même un précédent avec OpenAI et ChatGPT qui a, par exemple, donné pas mal d'argent au Monde. Ils ont passé des accords avec les médias pour y avoir des accords. De manière, on va dire, assez ponctuelle et chirurgicale et très ciblée. Mais là, on n'a pas l'information que Google ait fait la même chose, en fait. Et on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu il y a quelques années avec, vous le savez, le problème des droits voisins et mais tu peux aussi l'élargir au fait d'avoir des gens qui ont des marketplaces et qui favorisent leurs propres produits ou du bundling de produits. C'est que quelque part, l'abus de position dominante est un moteur de croissance pour les big tech. Et donc, parce que il y a un côté quand même assez décomplexé dans le fait de dire j'ai une situation extrêmement forte et je peux, à partir de là, l'utiliser comme effet de levier pour me développer ailleurs. Après, et ça, effectivement, ça donne une prime aux géants. Après, pour moi, l'Europe, elle a manqué aussi d'anticipation par rapport à tout ça. C'est-à-dire, quand ils ont vu l'IA arriver, ils avaient déjà des antécédents de tellement de trucs. Ils auraient dû dresser tout de suite. Alors, ils ont mis le DMA, mais c'était a posteriori, ces règles-là. Ils auraient dû mettre un cadre assez clair. Parce que les Américains, ils fonctionnent aussi comme ça. Certes, ils ont le Far West, mais une fois qu'il y a des règles, alors ils essaient de... les règles sont souvent définies à coup de procès qui coûtent des milliards de dollars. Ils essaient toujours à la limite des règles, mais ils savent, ils ont le cadre. Là, l'Europe n'a pas su non plus définir un cadre suffisamment clair au départ, donc ils le font a posteriori, tant mieux. Mais à la décharge de Google, qui, de toute façon, comme tu as dit, ils fonctionnent comme des cow-boys, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Il n'y a pas de règles, on y va. Mais l'Europe aurait quand même dû anticiper ça. Moi, c'est un peu ça qui... Je me dis quand même, il la voit arriver. Quand on entend tous les gens spécialisés dans l'IA qui disent ça fait 15 ans qu'on travaille dessus et tout ça, tu te dis personne n'a vu venir que. Donc c'est toujours ça qui m'étonne. Après, là, ce qui est important, c'est de voir comment ça va se passer. Alors, je pense qu'on va rentrer dans des négociations. Je pense qu'il va y avoir une tension de plus en plus forte avec l'administration américaine et quand on voit la façon dont les choses se passent avec l'Europe, on peut se retrouver dans une situation avec un chantage un peu plus global qui dit maintenant vous arrêtez tout ça et ça va nous affaiblir encore plus fort. Ce chantage qui a déjà commencé d'ailleurs depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Après, l'avantage, c'est qu'on répond d'une seule voix.
contrairement à d'autres domaines où parfois alors, la Turquie va répondre ça, l'Italie et l'Espagne vont répondre ça, la France, l'Allemagne, tout le monde n'a pas la même Je vois que tu anticipes l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je regardais plus bas. Je voulais dire l'Italie, tu vois, je suis allé trop bas. L'Italie. On revient dans un instant, les amis. Bientôt 20h. Toujours Yves Lemaître, Christophe Holnet et Frédéric Simotel pour évidemment commenter l'actualité de ce mardi soir. C'est Tech & Co, la quotidienne. Vous restez là. Petite pause et on revient. Bien sûr, on va justement rester dans l'intelligence artificielle, dans Google, mais aussi du côté de chez OpenAI. Il y a cette petite musique de publicité qui commence un petit peu à tourner de ci, de là. Alors même s'il y a des démentis, on va quand même attaquer le sujet. Juste après ceci, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Il est 20h pile en ce mardi soir. Merci d'être avec nous. Tech & Co, la quotidienne, vous le savez, du lundi au jeudi, 19h30, 21h, avec ce soir pour commenter l'actualité Yves Maître, Christophe Holnet et Frédéric Simotel. On parlait il y a un instant de Google et d'IA. On va rester dans ce sujet avec une information qui pourra avoir une conséquence sur nos usages en fait de ces agents conversationnels. Alors c'est une information qui a été démentie, mais il y a quelques heures, on a entendu dire, alors qui l'a dit, on ne sait pas, mais en tous les cas, ça a pris un petit peu de l'ampleur sur Internet. Cette information, elle est claire. Gemini pourrait être financé par la publicité. En tout cas, la publicité pourrait apparaître sur Gemini. Gemini, rappelons-le, l'agent conversationnel de Google qui est un peu partout aujourd'hui. Évidemment, il est à l'écrit, il est dans la voix, il est en vidéo, il est en audio, en photo. Alors même si cette information a été démentie assez rapidement par Google, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on évoque tout cela. Parce qu'il y a une semaine tout pile, on évoquait la même chose du côté de chez OpenAI. Parce que des petits malins ont retrouvé des lignes de code dans en fait une application Android, je crois bien, où on voyait l'apparition de la publicité dans l'appli Android de ChatGPT. Et on peut se dire finalement, c'est pas une information qui est dénuée de sens, parce que le modèle économique de Google, depuis toujours, ça a été la pub. Okay, alors même si il nous pousse à prendre des options payantes, etc., concernant le cloud, mais le gros du business aujourd'hui de Google, c'est la pub. Oui. Et on pourrait se dire, quand on voit les comptes d'OpenAI qui sont quand même rouge vif, intégrer de la publicité dans un agent conversationnel utilisé par 800 millions de personnes toutes les semaines, c'est pas aussi stupide que ça, finalement. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce que la publicité, finalement, elle est inexorable dans ce type de service, à votre avis, Christophe? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand. C'est ça. Parce que c'est existentiel. Aujourd'hui, je crois que c'est de l'ordre de 170 milliards de revenus, juste la partie search, la monétisation du search, à peu près, chez Google. Donc, c'est existentiel de dire si demain, tout ou partie de ce business-là va vers une interface conversationnelle et là finalement un moteur de réponse et que je n'ai plus de clics vers les liens sponsorisés, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, la question de la monétisation de cette interface va se poser. Mais elle se pose déjà chez Google. Il y a forcément des experts en marketing qui se posent la question, forcément. Alors, cette rumeur provient en fait d'un événement Google où des spécialistes de l'IA qui travaillent chez Google se sont confiés en fait à des annonceurs en leur disant on prépare la pub dans Gemini. Voilà. Mais pour moi, c'est normal que... je comprends que Google démente. C'est l'affolement chez tous les annonceurs, parce que les annonceurs vont dire, ah bon, d'accord, donc c'est celui qui paye qui va apparaître dans les résultats, et les gens ne vont plus aller cliquer nulle part. Donc, là, il faut désamorcer ça très vite. Il faut dire, attendez, ça va être quoi votre modèle? Là, il y en a un seul qui va payer, va avoir le contenu. Nous, les éditeurs de presse, les gens ne vont plus venir voir nos contenus, avoir des petits résultats. Enfin, je comprends que que chez Google, ils aient dit... Tout dépend comment la pub apparaît, Fred. Oui. C'est ça la question. Justement, moi, je suis d'accord avec toi, c'est une question de quand. Mais le quand va totalement changer ce qu'on appelait, j'allais dire, ou ce qu'on appelle encore la publicité. La question de publicité, c'est de dire, je mets en avant quelque chose, mais je vous laisse le choix. Okay, quand on imagine
ce que serait une AI avec de la publicité. La question que je pose, c'est est-ce que c'est encore de la publicité? Ou est-ce que c'est une recommandation d'achat? Voire même, quelque part, un peu forcer l'achat. Et donc, je pense qu'il va y avoir un nouveau mot ou un nouvel animal de marketing qui va se créer, dédié à l'AI, et qui va être quelque chose entre la publicité, qui est là pour attirer l'attention, et une très forte recommandation. Et je pense que c'est quelque chose qui est en advenir, et ça sous-entend aussi une autre chose, parce que les budgets de publicité ou de marketing, ils ne sont pas extensibles à l'infini. Je veux dire, donc, Orange, par exemple, ou HTC avaient un budget de X dizaines ou centaines de millions d'euros. Bah, quand tu l'augmentes de 1 ou 2%, c'est déjà compliqué. Donc, si on doit l'augmenter... Bon. Et cette publicité, elle est déjà utilisée en ligne, à travers des youtubeurs, à travers des réseaux sociaux, à travers du search. Si maintenant, il y a un nouvel outil, ça veut dire que les autres vont diminuer aussi. Et comment ils vont vivre ? Donc on voit bien que, en effet, on est quasiment obligé de démentir. Le gâteau ne peut pas s'agrandir. On est quasiment obligé de démentir. À partir du moment où si Google venait à dire ça, les cours de bourse des uns et des autres connaîtraient des fluctuations énormes et c'est juste pas possible. Mais en arrière-boutique, tout se prépare. Mais en arrière-boutique, bien entendu, c'est vital. C'est vital. Mais c'est vital pour Google intrinsèquement, mais c'est aussi vital dans sa compétition vis-à-vis d'OpenAI. Parce que lui, il a tous les outils. Et OpenAI n'a aucun outil. Ouais. Donc le jour où ça marche, pouf, je veux dire, tout d'un coup, la Google prend une longueur d'avance et OpenAI, je ne sais pas ce qui peut lui arriver dans ce cas-là. Fred ? On rentre dans ces histoires aussi de conflits d'intérêts algorithmiques, si je parlais comme ça, parce que comment cette pub va être intégrée au contenu dans la question que l'on pose, quand on dialogue avec le prompt, s'il nous intègre dans sa réponse une publicité intégrée, alors, parce que j'imagine pas qu'ils vont nous faire des trucs avec sur les deux côtés, les pubs traditionnelles, suivi ta paire de baskets, non, ça va être beaucoup plus subtil. Et là, je me dis, mais ça va être le bazar que ça va être, parce que s'il faut, comme l'autre, il avance par statistique. Mais j'aimerais que... Alors, je vous prends un petit peu à froid, mais à votre avis, comment la publicité pourrait apparaître lors d'un échange qu'on peut avoir avec une IA conversationnelle? Si tu demandes une recette d'un gâteau au chocolat, il va te mettre la recette, il va tout de suite te sortir celle de marmiton, et puis derrière, il va t'orienter vers le chocolat machin, le truc, et parce qu'eux ont payé, ils apparaîtront mais tu es d'accord que ça change tout? Parce qu'aujourd'hui, quand tu tapes sur gâteau au chocolat sur Google, tu as les liens sponsorisés qui sont en premier lieu, et puis après, tu as des recettes de blogueurs, ou je sais pas, peut-être que Yves Maître a fait une recette de gâteau au chocolat exceptionnelle, et tu apparais à la 3e page du search. Pas possible. Je crois que oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont dû démentir, parce que tout le monde a dit attendez. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, c'est pas possible ça. Il faut trouver autre chose pour casser le truc. C'est là où je te parle du conflit d'intérêts algorithmique, mais je pense qu'on va arriver à des choses comme ça. C'est ce qu'on voit un peu. Parce que ça va décrédibiliser totalement cet outil qui aujourd'hui entraîne une confiance. Tu vois ce que je veux dire? Pas sûr, parce qu'en effet, comme tu dis, si dans la recette de gâteau... Je veux un frigo américain de 150 litres avec le congélateur en haut et le frigo en bas. Je dis n'importe quoi, d'accord? ChatGPT me dit, ce modèle-là de cette marque Y, je te le conseille parce qu'il est bien. Mais si cette marque a payé, le système est totalement plus crédible. Parce qu'on pourrait imaginer un système où il nous donne la réponse comme aujourd'hui et où il y a autour un certain nombre de liens sponsorisés. Alors voilà, là on avance. C'est plus intéressant déjà. Mais là, il a un peu un problème de conflit, comme tu le dis. C'est-à-dire que quelque part, il donne une réponse, que ce qu'on aime aujourd'hui dans le moteur de réponse, c'est qu'il nous donne une réponse juste. Oui, et qu'on juge neutre. Donc il te dit, voilà ce que me donne la réponse, et voilà des alternatives. Alors il faut qu'il arrive à les présenter différemment, sinon il décrédibilise sa propre réponse. C'est ça qui est différent dans l'interaction qu'on a par rapport à celle avec les liens. Il peut d'abord, ton prompt peut être très court, comme celui que tu viens de le faire, mais il peut être plus copieux. En disant, je viens de changer de cuisine, elle est grise, j'ai une place de temps sur temps, et puis tu sais bien que moi je travaille beaucoup, donc j'ai pas le temps de faire beaucoup de courses, etc., et donc il peut cibler, puis après il peut poser des questions. Et en fonction des questions, il va ajuster les réponses. Donc il va cibler tout c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est encore une publicité? Ça veut dire que la réponse qu'il va me donner, ça sera une réponse sponsorisée, même si elle est ciblée. Ça va être une recommandation, ça va être une publicité. Mais tu perds d'une totale crédibilité à ce moment-là.
Pas sûr, parce que... Moi, je trouve. Non, parce qu'il peut te faire des recommandations où, à la fin, tu as un panier de recommandations, et ce panier de recommandations correspond assez bien à ce dont tu as besoin. Oui, mais ça ne sera pas forcément la meilleure réponse, étant donné que un annonceur aura payé pour que cette réponse apparaisse. Je suis d'accord. Tu auras un soupçon, si tu veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la meilleure réponse aujourd'hui ? Quand tu dis « fais-moi un résumé de 10 pages de texte », pourquoi tu vas dire ce résumé, c'est le meilleur résumé ? C'est un résumé. Alors, avec une ligne éditoriale. Oui. Donc il aura une ligne éditoriale sponsorisée. Ce sera un moteur de réponse publicitaire. Voilà. Et si tu n'es pas content, alors tu paieras un abonnement encore plus cher pour aller vers un autre. Absolument. Vers Netflix. Est-ce que les gens, mais c'est intéressant, mais peut-être que vous avez raison, mais est-ce qu'à ce moment-là, les gens seraient prêts à adopter ce type d'outil ? C'est ça la question. Mais si on te dirige complètement vers le truc, on te dit voilà, vous voulez votre frigo comme ci, comme ça, vous voulez qu'il soit plutôt gris ? Ah oui, je veux qu'il soit plutôt gris. Est-ce qu'il doit faire 46 cm ? Ah oui, 46 cm, très bien. Il va te dire voilà, le meilleur modèle, c'est lui. Tu vas dire super. Merci. Ok, ouais, mais si après je dis, tiens, regarde sur ce modèle, donne-moi les avis. Et ce modèle n'est pas bon, Fred, parce que c'est pas parce qu'ils ont payé que c'est forcément le meilleur modèle. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les... Ouais, mais c'est différent. La présentation est différente. Aujourd'hui, quand tu es sur Google, tu as tes liens sponsors, et après tu as des liens qui ne sont pas sponsorisés. Qui sont plus neutres, si tu veux. Ou là, tu te fais ton propre choix. Mais là, aujourd'hui, on a perdu cette notion de choix et de réflexion pour choisir quelque chose. Mais ce que tu es en train de dire, c'est le libre arbitre. Tu es en train de poser la question du libre arbitre. Exactement. Mais à partir du moment où tu dis « fais-moi un résumé de 10 pages », où il a une ligne éditoriale, Grog, typiquement, une ligne éditoriale très très claire, enfin, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, qu'importe. Je veux dire, ton libre arbitre sur le résumé, il est un peu perdu. Quand toi, tu fais ton résumé après avoir lu les 10 pages, tu le fais comme tu le veux. Et aujourd'hui, en effet, la question du libre arbitre par rapport à la réponse, enfin à la question que tu poses et la réponse que tu reçois, eh bien, il y a toute une partie de ton libre arbitre qui s'en va. Et c'est pour ça que je pense que je ne sais plus à quel point on peut parler de publicité et qu'on n'est pas en train de créer, ou on va créer un autre outil marketing qui ne sera pas la publicité. Comme c'est plus un moteur de research, c'est un moteur de réponse, ce sera plus de la publicité, ce sera, je sais pas, un panel ou un panier de produits ou je ne sais pas quoi, un objet incitatif, mais différent de la publicité telle qu'on l'a connue. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un sujet très sensible. Et absolument. Toutes ces boîtes-là marchent sur des œufs. Absolument. Oui, parce que ça, c'est ça que je veux dire. Mais les impacts parce que je pense que c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont démenti immédiatement. Ils se sont dit oula, dès qu'il y a les impacts sont monstrueux. Les types vont tomber dessus. Non, mais bien sûr, ils n'ont pas le choix. Ils démentent, même ChatGPT et OpenAI a démenti. Mais on sait, et comme le disait justement Christophe, on sait qu'un jour ou l'autre ça va arriver. C'est obligatoire. Voilà. C'est monstrueux comme impact. OpenAI a des dizaines, voire des centaines de milliards qu'il va falloir rentrer. Et Google, c'est leur modèle économique. Et Meta et Facebook. Et Meta et Facebook aussi. Voilà, 20h12, juste un petit rappel, les députés, alors juste quelques secondes de politique, les députés viennent d'adopter en fait le budget de la sécurité sociale, ça s'est joué à quelques voix, visiblement, petite parenthèse pour tous ceux qui s'intéressent quand même à l'actualité politique, on revient malgré tout à la tech. Avec cette info, et c'est désormais officiel, les voitures autonomes sont infiniment plus fiables que les humains. En analysant les données de circulation des véhicules sans conducteur aux États-Unis, on se rend compte qu'entre l'homme et la machine, il n'y a pas photo et que ça pourrait éviter des milliers de morts sur les routes. Anthony Morel en parlait dans Good Morning Business ce matin. On l'écoute et après, on ouvre le débat. Quand on compare la machine avec des conducteurs humains, il n'y a pas photo, j'allais dire. Je vous donne quelques chiffres. 92% de collisions en moins avec des piétons quand on est en voiture autonome versus avec un conducteur humain derrière le volant. 91% d'accidents entraînant des blessures graves ou mortelles en moins. 96% d'accidents en moins aux intersections. Un dernier chiffre, en moyenne, une voiture autonome a un gros accident, donc mortel ou entraînant des séquelles graves, tous les 80 millions de kilomètres contre tous les 7 millions de kilomètres pour un humain. Alors tout ça parce que la voiture autonome, évidemment, elle respecte le code de la route à la lettre, elle ne se déconcentre jamais, elle ne se fatigue jamais, elle ne boit jamais d'alcool, elle ne vieillit pas, elle ne scrolle pas les réseaux sociaux quand elle est au volant, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que
une fois qu'on a ces chiffres, on se dit que le sujet de la voiture autonome, c'est pas seulement un sujet technologique, ça devient un sujet de santé publique. Et c'est l'angle qui est abordé par un neurochirurgien qui s'appelle le Dr Slotkin dans une tribune publiée dans le New York Times il y a quelques jours, qui a pas mal fait parler, où il explique que, en fait, lui, il a décortiqué ces chiffres et il dit c'est presque immoral finalement de ne pas déployer massivement les voitures autonomes. Il fait la comparaison avec un médicament. Il dit un médicament, on le teste, on fait des essais cliniques, on a ce genre de résultats. Eh bien, ce serait pas jugé éthique de ne pas mettre ce médicament sur le marché pour les voitures autonomes. C'est exactement la même chose. Voilà, Anthony Morel, c'était dans Good Morning Business. La voiture autonome, plus sûre que la conduite humaine. Alors moi, je m'en doutais depuis un certain temps, quand même. Mais là, on commence à avoir des preuves tangibles. Et c'est vrai que, de temps en temps, sont médiatisés des incidents ou des accidents Tesla. Mais on médiatise un accident sur... Waymo, même Waymo. Non mais là, je prends un peu de recul, mais... Tu te souviens, de temps en temps, on évoquait dans l'actualité, et même les médias mainstream disaient « Ah là là, il y a eu une voiture Tesla qui a eu un accident grave, il y a eu un mort, parce que, voilà, on va dire un capteur n'a pas détecté qu'une personne passait, etc., etc. » Alors évidemment, c'est dramatique, mais en fait, ça arrive tellement rarement que ça devient un fait d'actualité. Alors qu'aujourd'hui, des morts sur les routes, dont on n'évoque même pas le fait, il y en a des milliers, en fait. L'étude Waymo, j'interromps juste pour dire, l'étude Waymo, quand il parle des morts, des accidents, c'est la faute des conducteurs en général, physiques. Bien sûr. C'est un gars qui a grillé un feu rouge. Parce que Tesla, il y a eu des morts qui étaient... dont en fait la technologie était responsable, mais en fait parce qu'il y a eu, le capteur a confondu une lumière avec un piéton, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cette histoire dramatique où un piéton a, en fait, le FSD de Tesla n'a pas vu passer un piéton parce qu'il a confondu ça avec un. C'est un cycliste. Un cycliste, il avait confondu ça avec ces espèces de grosses boules de poussière là qu'on voit pas aux États-Unis. Voilà, mais ça c'est dramatique, bien évidemment, et il faut en parler. Mais quand on fait le point et quand on compte les points, justement, l'IA est véritablement gagnante par rapport à l'humain. Aujourd'hui, de mémoire, il y a à peu près 4000 morts en France sur les routes par an, ce qui est ce qui est trop. Aujourd'hui, si le parc automobile était autonome, raisonnablement pas à 100%, c'est-à-dire à peu près à horizon 2030, s'il y avait... On réduirait ça, on baisserait de moitié, ce qui est absolument significatif, surtout quand c'est quelqu'un que l'on connaît ou dans notre cercle. Deuxième chose que je voudrais dire, ça fait quand même longtemps que les avions, ils ont des pilotes automatiques. Et c'est pas que par hasard qu'on a mis les pilotes automatiques aux avions. D'accord ? Donc c'est pas, comme le disait François, c'est pas une réelle surprise. Donc pour moi, la question, elle se pose, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Et quand je vois en Chine et quand je vois aux États-Unis qu'il y a des expériences, Zoox a annoncé que ça y est maintenant, c'était commercial, leur service était commercial. Et donc que c'est parti. Waymo, c'est parti. WeRide, c'est parti. Pony, c'est parti pour la partie chinoise. Et nous, en France, en Europe, on est encore... Mais nos politiques, ils ne se sentent pas responsables de ces morts supplémentaires ou qui ne devraient pas être tous les jours ? Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Mais on est où ? Alors, on parle du budget de la sécurité sociale. Moi, je vais vous dire, pour vous les décroître, le budget de la sécurité sociale, lancez des véhicules autonomes, puisque c'est le jour. Je ne vois pas de quoi on parle. Et c'est vraiment exaspérant, d'avoir des gens en face de nous qui font la sourde oreille, alors que c'est évident que quand ils prennent l'avion, ils ont le pilote automatique, et les chiffres sont très clairs, et qu'est-ce qu'on attend ? Alors arrêtez de voter des budgets à 2 voix près, réduisez le patron de Stellantis qui a décidé de mettre de côté tout ce qui était voiture autonome, de travailler avec des partenariats et tout ça. De même pas... Non mais attends, je pense qu'il faut... Je crois qu'effectivement, on est convaincu finalement à quel point ça peut réduire drastiquement les accidents, puisque là on parle de quasiment divisé par 10 et basé sur 154 millions de kilomètres parcourus. Donc il y a un phénomène statistique. Oui, il y a des chiffres sérieux. Et puis on voit, comme tu le dis, il y a d'une part le bénéfice de sécurité qu'on a dans une voiture autonome, aussi parce qu'elle conduit prudemment, qu'elle vérifie, elle n'a pas d'émotion, elle se drogue pas, elle ne boit pas. Et aussi l'élément... On ne va pas faire des gestes obscènes à un autre conducteur. Et l'autre élément, c'est l'effet positif collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une masse critique,
on voit bien qu'on va gagner en termes de fluidité de trafic, parce que s'il y a une masse critique de voitures qui conduisent raisonnablement, le trafic devient plus fluide, c'est plus facile, il y a moins d'accidents. Donc tout ça est évident, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait une législation qui permette de l'adopter plus rapidement. Oui. Là où je pense que la comparaison avec l'avion est intéressante, dans l'avion, effectivement, il y a un pilote automatique, mais il y a quand même toujours un pilote dans l'avion, et le pilote est rémunéré. Voire deux. Et il est rémunéré notamment pour sa capacité à pouvoir prendre la main en cas de problème. Et donc c'est un petit peu différent, et je pense que d'un point de vue statistique, c'est indéniable, mais on est aujourd'hui... La psychologie est parfois supérieure à la statistique, c'est-à-dire aujourd'hui, si un robot taxi écrase une personne, le degré d'acceptation, à mon avis, est encore moindre que si un humain le fait. Sauf, ça pose des tas de problèmes aussi. Tu as raison, sauf si on commence à communiquer sur ça. Oui. De manière régulière. Il y a de l'éducation à faire. Il y a toute une éducation à faire. Si tu expliques aux gens que, évidemment, ça va changer leurs habitudes de vie si on passe au véhicule autonome. Déjà, il faudra 20 ans, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir petit à petit délivrer moins de permis de conduire. En fait, il y a tout un truc là-dedans. Dans les grandes agglomérations. Attends, je termine, Fred. Juste un truc. Mais donc, ça va prendre un temps fou. Et puis après, il va falloir sensibiliser les gens pour leur dire, regardez, l'assurance, ça ne va plus être la même chose aujourd'hui. Il y aura des morts, mais beaucoup moins qu'auparavant. Il faudrait qu'il y ait des campagnes de communication, mais massives pendant des années, et même à l'école peut-être, sensibiliser les enfants en leur disant, écoutez, voilà, dans quelques années, ça sera plus papa ou maman qui vous emmènera à l'école, ça sera un robot, et il y aura beaucoup plus de chances de ne pas avoir un accident avec ce type de machine que quand c'est papa et maman qui conduisent, parce que papa et maman, il peut être stressé, il peut être en retard, etc., etc. Il y a tous ces trucs-là. Mais il faut qu'il y ait une vraie volonté. Et puis surtout, que vont dire les assurances ? Est-ce que les assurances sont prêtes à appuyer sur le bouton ? Aujourd'hui, c'est ça la question. Aujourd'hui, si on prend les bus autonomes, les navettes autonomes qui circulent à titre expérimental en France, le numéro 1 français, c'est Betty. Il est sponsorisé par qui ? Par la Massif. Donc les assurances ne sont pas contre, parce que pour eux c'est un coût en moins, et elles pourront faire d'autres. C'est un coût en moins, mais qui te dit qu'elles vont pas gagner moins d'argent, justement ? Parce qu'aujourd'hui l'accidentologie c'est un business. Oui, alors évidemment, vois ce que je veux dire. Évidemment, c'est comme les cambrioleurs, quoi. C'est un business, donc vive les cambrioleurs. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en grattant ce sujet-là, tu te rends compte que c'est des dizaines de milliards. Ah oui, non mais... Et c'est plus compliqué que ça. Oui, mais tu as les assurances. Pour moi, ce qui travaille aussi les gens, c'est... Alors, je parle même pas des taxis, qui, là aussi, il va y avoir... Et puis, on imagine la levée de bouclier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, aux États-Unis, c'est fini. Les taxis, ils n'ont pas de pouvoir, quoi. Ils n'ont plus de pouvoir. En France, c'est pas fini, mais c'est vrai que la transition est en marche, c'est clair. Et là, je salue tout... Parce que c'est vrai qu'on est une radio, il y a beaucoup de taxis, de VTC qui nous écoutent, mais c'est vrai, c'est un fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des centaines, des milliers de véhicules qui roulent sans chauffeur. Et puis la profession, je dis encore aux États-Unis, la profession, entre guillemets, s'abétit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taxi, il a une voiture électrique, c'est marche avant, marche arrière, je freine, et maintenant, ils connaissent même plus les rues. Pas tous, Fred, pas tous. Ils connaissent plus beaucoup. Tu leur donnes parfois ton téléphone pour les guider. Moi, la dernière fois, j'ai pris un taxi, le gars, il n'a pas mis Waze. Et il m'a emmené d'un point à un point B. Mais il savait qu'en passant par là, il y allait avoir moins d'embouteillage parce qu'il connaissait les trucs et tout. Je voulais revenir sur autre chose. On a un grand souci aussi. Chez nous, dans les grandes agglomérations, on investit beaucoup, et le Grand Paris, et le transport en commun. Si on commence à avoir tous des véhicules autonomes qui marchent bien, on ne va plus avoir besoin de ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je préconise, je trouve que ça devrait être aux agglomérations moyennes, aujourd'hui, qui n'ont pas de réseau très maillé de bus, d'autobus et tout ça, avec des gens isolés, c'est eux qui devraient travailler sur les véhicules autonomes. Avec de l'autopartage. Comment ? Avec de l'autopartage. S'il te plaît, en 15 secondes. Très vite, le taxi ne fait pas que conduire, il rend aussi service, il aide les personnes à monter dans la voiture, il charge le coffre avec les bagages. Donc le taxi n'est pas uniquement un robot, c'est pas vrai. Ok, je suis désolé, mais c'est pas vrai. C'est pas méchant contre toi, c'est quand même bon. Deuxième chose, quand on dit dans un avion il y a deux pilotes, c'est la question de l'exploitation.
Aujourd'hui, quand il y a des taxis autonomes, eh ben, il y a des exploitations. Sauf que l'exploitant, il n'est pas au volant, il est derrière des écrans. Donc il y a d'autres métiers, il y a d'autres choses qui se font. Et aujourd'hui... Sauf qu'un exploitant gère peut-être 10 voitures. Absolument. Donc c'est pas le même ratio, si tu veux. Oui, c'est pas le même ratio, mais ça fait travailler d'autres choses. Tu vois, ça fait travailler les télécoms, etc. Donc, qu'il y ait des changements, oui, mais il ne faut pas penser que... Et troisième chose, c'est qu'on peut faire étape par étape et que les taxis peuvent continuer, à mon avis, à travailler autant qu'ils veulent, mais par exemple, sur des transports en commun, on pourrait y avoir beaucoup plus de flexibilité avec des petites navettes, avec des parcours dédiés, et qu'on pourrait démarrer le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on attend ? Pour faire la fête, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas encore la fête, hein. Bientôt, c'est Noël. C'est dans 15 jours. Oui. D'ailleurs, les best-of de Tech & Co, durant les fêtes, on est en train de vous caler tout ça. On aura vraiment les meilleures émissions de ces dernières semaines et de ces derniers mois, tout comme Tech & Co Business, etc. Il nous reste quelques minutes. Petite information concernant la robotique. Et c'est peut-être un ouf de soulagement qu'on va pousser ce soir, puisque des anciens de Tesla, de Google, DeepMind et de Hugging Face lancent une start-up française dédiée à la robotique, avec comme parrain Xavier Niel, Yann Lequin et Nico Rosberg. L'idée, c'est de bâtir un leader européen, beaucoup d'ambition, de la robotique, en capitalisant sur les dernières avancées dans le domaine de l'IA. Donc, il y a les investisseurs, il y a les talents, les têtes pensantes bien pleines sont là. Ça fait plaisir, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour terminer ce Tech & Co. Moi, je suis super content de voir qu'à côté de Wondercraft, qui a été d'ailleurs rewardé lors du BFM Award, et avec Jean-Louis Constanza, l'écosystème se développe, et de voir des jeunes s'intéresser à ce sujet-là, qui est un sujet d'avenir, et de voir l'Europe. Alors, ce que j'espère, c'est que non seulement cet écosystème va grandir, mais qu'il sera plus pays par pays, mais qu'il sera européen, parce que cette fragmentation, elle va encore nous tuer. Donc, mettons des génies, mais mettons-les en travailler ensemble, quoi. Et donc, moi, je ne peux que me réjouir, et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus européen plutôt que de franco-français. Christophe. J'ai pas mieux à dire. Je pense qu'effectivement, c'est une sorte de dream team qui a été assemblée. Je trouve que c'est positif qu'on donne cette ambition européenne. Ce qu'on aimerait voir, c'est qu'il y ait des financements derrière qui puissent venir, parce qu'il va y en avoir besoin. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de quelques dizaines de millions d'euros. Qu'en face, il y a quand même, là on le disait, des financements importants. Et on peut mettre en regard l'annonce aujourd'hui du co-investissement de SoftBank et de Nvidia dans une boîte qui s'appelle Skilled, qui vise à développer une plateforme hardware et software robotique généraliste, et avec un financement d'1 milliard. Donc on est encore dans des ratios de 1 à 10, voire plus. Et donc, alors l'ambition est un peu différente. Ce que j'aime beaucoup dans la façon dont est positionné UMA, c'est que c'est développé sur des solutions assez simples au début, en disant on va faire un robot qui est capable de permettre de rendre beaucoup d'efficacité. Ils ont 2 projets, visiblement. Avec des projets très concrets qui ont un bénéfice immédiat en termes de profitabilité. Ça peut permettre de se mettre dans une dynamique positive. Mais il va falloir beaucoup plus de fonds, et l'ambition européenne est l'essentiel. Juste une chose, 2 robots sont en tout cas pensés, un robot industriel avec 2 bras et un robot humanoïde qui pourra accompagner les humains. Non, mais ce qui était intéressant au départ, c'est qu'ils partent sur une plateforme robotisée. Ils partent vraiment sur une plateforme. Et derrière, ils se sont dit, voilà, quelles sont les 2 applications Alors ça paraît être les 2, le premier robot automatisé avec 2 bras, et puis après, derrière, un robot humanoïde. Il fait bien le robot. Après, ça sera sur 2 pattes, 4 pattes, sur rue. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent justement de cette plateforme automatisée, que du coup, à partir de là, ils peuvent dire, on va aller voir qui ? Est-ce qu'on va aller voir des gens dans la santé ? Est-ce qu'on va aller voir des gens dans l'industrie ? Est-ce qu'on va aller voir des gens dans la livraison ? Je ne sais quoi. Et c'est à partir et je trouve que tout ça est plutôt bien pensé. En plus des gens qui ont fait Tesla, Google DeepMind, Hugging Face, voilà, donc IA, Tesla, voilà la mobilité, Google DeepMind, tout ce qui est le modèle de pensée, enfin l'architecture. Je pense que là, on a des belles compétences. Maintenant, c'est vrai qu'on espère qu'il y ait de l'argent. Alors, effectivement, on a un Xavier Niel, on a un Yann Lequin derrière qui doivent apporter aussi des investisseurs derrière. Donc, allez, UMA. Et c'est pas la boîte de Yann Lequin, c'est pas la start-up de Yann Lequin, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Il met de l'argent dedans. Et tu recevras Rémi Cadenne jeudi prochain. Oui.
qui est le fondateur de cette start-up. Ça sera jeudi dans Tech & Co. Exactement, voilà. jeudi 18. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Merci Yves Maître. Bonsoir. Merci François, merci Christophe Holnet et merci à Frédéric Sibotel. On se retrouve demain, bien évidemment. Il nous reste encore une demi-heure de Tech & Co. Bien sûr, ne partez pas tout de suite avec au sommaire pour cette deuxième partie comment l'excellence arrive dans des verres optiques et notamment chez Essilor avec beaucoup d'IA, beaucoup de nouvelles technologies. On va en parler dans un instant. Et puis tiens, le LiFi, le retour. Vous savez, cette technologie qui permet de faire transiter des données par la lumière, eh bien, elle serait testée dans l'espace entre 2 satellites. On en parlera avec le porte-parole d'Oledcom qui sera avec nous. Peut-être une boîte que tu connais, Yves, Oledcom. Ils seront là. Il est 20h30, vous restez avec nous dans un instant. C'est le Tech Flash avec Léa Benaïm, le condensé de l'actu tech de ce jour. A tout de suite et merci d'être avec nous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, avant de rentrer dans les coulisses de fabrication des verres optiques, ceux que vous avez sur vos lunettes avec un porte-parole d'Essilor Luxottica, à 20h32, il est temps de retrouver le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mardi, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, Nvidia va enfin pouvoir vendre ses puces H200 en Chine. Après des mois de négociations, Washington a donné son feu vert, mais en échange, un quart des revenus ira directement dans les poches du gouvernement américain et l'autorisation reste limitée. Nvidia ne pourra pas vendre ses puces de dernière génération, uniquement celles sorties il y a plus de 2 ans. Un compromis qui préserve l'avance technologique des États-Unis. En Europe, Google se retrouve à nouveau dans le viseur de Bruxelles. Le géant américain est accusé de piller le contenu d'Internet pour entraîner son intelligence artificielle. Le tout sans rémunérer les éditeurs et créateurs de contenu qui n'ont pas non plus la possibilité de refuser. Un supposé chantage qui a donc alerté la Commission européenne qui sévira, si besoin, avec des sanctions financières. Et puis toujours du côté de chez Google, Léa, la pub devrait bientôt arriver dans Gemini. Oui, et ce dès l'année prochaine selon la presse américaine. Une façon pour Google de rentabiliser ses investissements colossaux dans l'intelligence artificielle. Ce sera aussi une mine d'or pour les marques qui pourront ainsi proposer des publicités hyper personnalisées. À noter que pour l'instant, Google dément cette information affirmant qu'aucune publicité n'est prévue dans Gemini. Également, dans l'actualité, Mercedes se lance à son tour dans les robots taxis. Le constructeur allemand s'est allié au chinois Momenta pour déployer des Mercedes classe S autonomes à Abu Dhabi. Les premiers véhicules sont attendus l'an prochain avec l'objectif d'étendre le service à d'autres villes du Moyen-Orient dans les mois qui suivent. Et enfin, un tournoi de poker assez unique s'est tenu la semaine dernière dans la Silicon Valley. À la table uniquement des intelligences artificielles, il y avait ChatGPT, Gemini, Mistral, Meta.ai et Grok. Objectif, savoir quelle IA maîtrise le mieux le bluff et la gestion du risque. Et c'est O3 d'OpenAI qui a remporté la mise avec une plus-value de $40 000. Vous jouez au poker, François ? Non, je ne sais pas. Vous en avez parlé sur ChatGPT. Oui, sans doute, oui. Et pour finir, jeudi auront lieu à Los Angeles les Game Awards qui récompensent les meilleurs jeux vidéo de 2025. Parmi les nommés, plusieurs Français, dont le studio derrière Clair Obscur Expédition 33. Mélinda Davansoulas les a rencontrés juste avant le grand départ. Une interview à retrouver sur la chaîne YouTube de Tech & Co. On écoute tout de suite un extrait. C'est la belle histoire de l'année 2025, une année qu'on croyait devenir terne en l'absence de GTA 6. Elle aura été radieuse pour Soundfall Interactive, studio montpelliérain propulsé dans la lumière dès son premier jeu. Clair Obscur Expédition 33 a marqué l'industrie, mais aussi les joueurs et au final 12 nominations aux Game Awards, dont celle de jeu de l'année. 9 mois après, on a retrouvé François Meurice, l'un des 3 cofondateurs, pour faire le point sur cette très belle aventure. Bonjour François. Bonjour Méléna. Eh ben, on se retrouve 9 mois après, le début de l'aventure. On avait vécu avant, on avait vu toute l'équipe avant. 9 mois après, c'est une
très très belle aventure, la plus belle aventure française voire internationale de 2025, j'ai le droit de le dire. Ah bah oui, ça nous fait plaisir, on n'en demande pas tant. Dans quel état d'esprit on est 9 mois après ? Le lancement du jeu a été complètement fou il y a 9 mois et depuis on est à la fois sur un petit nuage et on continue d'être surpris chaque jour par les nouvelles qu'on a, soit de l'industrie, soit des fans qui nous écrivent beaucoup et un peu dépassé aussi par l'ampleur du lancement et du phénomène en fait, qui est devenu ce jeu. Voilà, multijoueur à retrouver sur la plateforme Tech & Co et notamment sur la chaîne YouTube de Tech & Co, bien sûr. 20h36. Allez, on va parler vision, sujet qui va intéresser tous ceux qui portent des lunettes et peut-être ceux aussi qui n'en portent pas. Restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et puis surtout, bien sûr, se focaliser sur l'innovation technologique et l'intelligence artificielle aujourd'hui pour avoir des verres encore plus performants et le plus rapidement possible. On va en parler avec Mathieu Barbet qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir François. Vous êtes directeur des opérations RX France chez Essilor-Luxottica. Directeur des opérations RX France. Quel est votre job, en fait, Mathieu, chez Essilor-Luxottica ? En fait, on pilote effectivement les usines qui fabriquent les verres à destination du marché français. Et donc, effectivement, fabriquer un verre, c'est assez compliqué. Je vais revenir dessus, justement, dans l'explication. Et en fait, tout commence chez l'opticien. Hein. Donc, on a un patient qui va venir avec son ordonnance. Évidemment. Là-dessus. On arrive chez l'opticien, on choisit sa monture. Choisir sa monture, choisir son verre, si possible Essilor. Effectuer un certain nombre de prises de mesures pour améliorer le confort visuel. Et ça, c'est tout ce qu'on vit quand on va chez l'opticien. Exactement. Et ce qu'on vit pas, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Hein. Donc là, on va être sur la deuxième partie. Donc la commande va arriver chez nous, donc dans nos usines de prescription, donc les usines RX. Et pour simplifier, RX, ça veut dire sur mesure. D'accord. Puisqu'on a des millions de combinaisons différentes qu'on va être en mesure de pouvoir réaliser. Donc, oui, allez-y, je vous en prie. Et donc, lorsqu'on reçoit cette commande, en fait, tout va commencer avec ce petit palais. Donc, c'est un semi-fini qui est fabriqué par d'autres usines du groupe. Et à partir de ce petit palais, on va être en mesure de pouvoir faire des milliers de configurations différentes. Ça, c'est la matière brute. Voilà, c'est la matière brute qu'on utilise. Que vous allez après sculpter, et il faut savoir, façonner. On a 15 000 références différentes dessus pour réaliser l'intégralité de la gamme d'Essilor. Et donc, une fois qu'on a ce petit semi-fini, on va avoir 30 étapes de fabrication sur le verre. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas toutes les détailler sur le sujet. Mais en fait, c'est pour expliquer toute la complexité technologique qu'on va avoir avec ce produit. Et donc, première étape, le surfaçage. On va venir usiner cette face arrière, donc à l'aide d'une machine 5 axes, pour lui donner vraiment toutes les caractéristiques de personnalisation qui étaient demandées. Et on va faire appel à nos fichiers de calcul qui ont été développés par nos R&D, notamment pour les verres progressifs, afin de donner toutes les caractéristiques optiques. Et ce sont des robots qui font ça ou ce sont des humains ? Alors, ce sont des machines automatisées, notamment dans l'usine dont on va parler. Oui. Donc tout ça est très automatique sur la partie du surfaçage. Et pour finir le surfaçage, en fait, une étape qu'on ne connaît pas, mais on va venir graver le verre. Et en fait, chaque produit Essilor est gravé, ce qui permet de reconnaître si oui ou non vous portez un produit de notre groupe. Ok. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que la contrefaçon existe là, dans ce job. La contrefaçon existe et parfois on peut oublier de quel verre on avait choisi. On va revenir chez son opticien et lui va être en mesure de pouvoir vous dire quel produit vous avez choisi. Parce que évidemment cette gravure on la voit pas. Exactement. Il faut vraiment se mettre à la lumière pour pouvoir la voir, mais non, elle n'est pas visible. Ok. Très bien. Donc après cette étape, le verre finalement optiquement il est terminé. Voilà, on pourrait dire on peut le porter, mais en fait toutes les technologies qu'on apporte aussi bien au niveau de la fabrication des verres, c'est les valeurs ajoutées. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer de l'étape mécanique à une étape chimique. On va venir vernir et tremper notre verre pour lui apporter de la résistance aux rayures. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, on va passer dans un autre environnement qui se rapproche plutôt des supraconducteurs. Donc, c'est dans des environnements qui sont très contrôlés en pression, en température, en hygrométrie. Et en fait, on va venir déposer un traitement anti-reflet. Il faut savoir qu'on a 5 ou 6 traitements anti-reflet qu'on est en mesure de réaliser avec des propriétés et des caractéristiques différentes. Et on utilise des machines sous vide. Et en fait, on va venir évaporer un certain nombre d'alliages sur le verre grâce à un canon à ion. Et on va venir déposer des couches allant de nanomètre au micromètre. Et qui va empêcher en fait ce reflet gênant, c'est ça ? L'éblouissement, c'est la base du traitement anti-reflet, mais c'est aussi anti-salissure. C'est d'améliorer son comportement hydrophobique là-dessus et aussi de lutter contre la lumière bleue négative. Voilà, donc c'est toutes ces caractéristiques qui vont être apportées au produit. Et bien entendu, dernière étape, on vient contrôler cosmétiquement, optiquement que le verre est bien conforme. Et on va même jusqu'à pouvoir tailler le verre à la forme de la monture si l'opticien l'a choisi, et donc d'envoyer un verre qui sera déjà préformé. Alors ce qui est incroyable, et c'est là aussi, c'est pour ça qu'on parle de cette usine qui est un centre d'excellence, parce que vous faites tout ça en 2 jours.
Ouais, effectivement, c'est-à-dire que je vais chez l'opticien, je commande mes lunettes, 2 jours après, je vais avoir mon verre qui sera fait sur mesure avec toutes les options que j'ai choisies. Tout à fait, c'est vraiment tout l'intérêt de ce site de proximité et ce site industriel qu'on vient de développer, donc le laboratoire d'excellence, et qui permet, parce que le site est ouvert en fait tout le temps, on ferme le site simplement du samedi 16h au dimanche 20h, mais en fait de pouvoir réaliser des verres très rapides. Et donc un opticien qui commanderait un verre le lundi, nous, on va le terminer le mardi, toutes ces étapes de fabrication que j'ai pu évoquer, et donc il le recevra mercredi matin avant 9h. Et donc le mercredi soir, le client peut récupérer ses lunettes. Le client peut récupérer ses lunettes. Si tout va bien. Et ça, voilà, on le propose vraiment sur nos verres haut de gamme, donc les verres progressifs, les verres unifocaux personnalisés. Même si je suis hyper myope, hyper astigmate présent, vous arrivez en fait à me faire un verre très rapidement. Alors, ou est-ce qu'il y a malgré tout des exceptions? Non, il y aura vraiment des exceptions. Si je suis myope comme une taupe, par exemple. Alors en fait, il faut savoir que l'usine et le laboratoire d'excellence va couvrir 95% des besoins de correction de la population française, ce qui est déjà énorme. Et ensuite, lorsqu'on a des besoins qui sont très spécifiques, mais qui dépassent vraiment ce standard, on va passer sur une autre usine, qui est également en France, c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, qui est une usine au battant là-dessus, où là on change de domaine, on est vraiment sur le savoir-faire humain là-dessus, pour... à titre de comparaison, ce type de verre, on peut aller de plus 10 à moins 10 dioptries. Dans cette usine des battants, on va aller de plus 100 à moins 100 dioptries. Waouh! Voilà. Et là, c'est un autre procédé de fabrication, d'autres expertises, moins d'automatisation, c'est ça? Et ça repose beaucoup sur le savoir-faire humain. Ça doit être incroyable à visiter, de voir ça, c'est fou. Parlez-nous donc de ce centre d'excellence. Le président de la République était venu d'ailleurs en mai dernier le visiter. L'inaugurer. L'inaugurer, même. Tout à fait. En quoi il est exceptionnel? Parce que je crois que c'est aussi un concentré de technologie. Parce que, évidemment, pour faire tout ce qu'on fait en 48 heures, il faut beaucoup de tech et beaucoup d'IA aussi. Ouais, en fait, avec ce laboratoire d'excellence, on a voulu vraiment montrer ce qu'était le vaisseau amiral du groupe, en termes d'excellence industrielle, en termes de performance technologique, mais aussi en termes de stratégie RSE. Et c'est les points que je voudrais aussi évoquer, parce que c'est vraiment partie de tous ces sujets. Donc oui, un moment fort avec l'inauguration du président donc au mois de mai, après un projet de 5 ans, un projet qui a quand même duré 5 ans pour en arriver là. 200 collaborateurs du groupe qui ont été impliqués, 300 personnes qui travaillent sur le site. Et donc, 2 moments intenses. C'est en région parisienne. En région parisienne, donc à Vissou, à côté de l'aéroport d'Orly, et très proche aussi de nos centres de recherche et développement et d'engineering. Ce qui était aussi la clé pour l'innovation dont on va parler après, puisque cette proximité nous aide aussi à progresser. D'accord. Et donc, inauguration super. Et donc, l'autre élément, c'est qu'il y a quelques semaines, on a reçu aussi le prix de l'usine de l'année, de la part du magazine de l'usine nouvelle. Donc, justement, qui a reconnu tout ce travail sur l'innovation, sur la performance, sur la stratégie RSE. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'est le laboratoire d'excellence. Est-ce que vous avez des petites, on va dire des petits états hyper technologiques que vous pourriez nous raconter? Justement, on est dans Tech & Co, on aime bien la tech. Non, mais bien entendu. Et c'est un élément fort là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette usine, on a redéfini ce qu'était ce qu'on appelle, nous, le corps modèle industriel pour fabriquer une usine de prescription. Et c'est-à-dire que demain, si le groupe veut faire une autre usine ailleurs, on va copier-coller tout ce qui a été mis en place. Parce qu'on parle beaucoup d'innovation et de tech. Mais vous avez standardisé, en fait. Effectivement, c'est effectivement le but, c'est de se dire, voilà, tout ce qu'on met en place ici, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi répliquer par la suite. Et donc, en termes d'innovation, je peux vous parler de 2 éléments et 2 exemples concrets, parce que je pense que c'est aussi le but aujourd'hui. Donc, le premier, c'est un nouvel équipement qui est développé par Satislo. Donc Satislo, c'est une des filiales de notre groupe. Il faut savoir qu'en fait, la spécificité du groupe Essilor, c'est qu'on fabrique nos verres sur des machines qui sont aussi développées, conçues et fabriquées par notre groupe. Et ça, je pense que dans le monde industriel, c'est quand même une grosse spécificité. Vous fabriquez vous-même vos propres machines. Exactement. Parce qu'en fait, c'est des machines uniques, finalement. Vous pourriez les commercialiser à vos concurrents. On le fait. Mais vous le faites aussi. Exactement. D'accord. Mais par contre, l'innovation, le développement se font dans nos laboratoires aussi là-dessus. Et donc cette innovation, c'est une nouvelle machine de contrôle cosmétique automatique et qui est également aidée par l'IA, l'intelligence artificielle, qui va nous aider à mieux repérer les défauts sur le verre, à les cartographier. Et si les occurrences de ces défauts reviennent très souvent, en fait, elle va aller identifier la machine potentiellement responsable de ce défaut pour que nos équipes, nos techniciens puissent agir directement pour régler la situation. Donc ça, c'est vraiment une innovation et c'est une première au sein de cette usine qui sera ensuite déployée ailleurs dans le groupe. Et comment ça se passe en fait? Les verres passent sur des espèces de tapis avec des capteurs qui les regardent. On a des tapis avec des caméras qui, grâce à des informations qui ont été données, vont identifier les défauts et pouvoir les catégoriser. Très bien, vous avez un autre exemple ou pas à nous donner? Oui, ensuite on est vraiment sur une usine 4.0, on est sur du digital, on a tout digitalisé, donc toutes les machines sont reliées à une tour de contrôle qui permet au site de production de pouvoir mieux gérer les flux là-dessus. Et on a beaucoup fait de travail sur la digitalisation
des maintenances préventives, des process, justement pour des raisons de traçabilité. Vous parliez tout à l'heure de RSE, je sais que c'est un enjeu très fort, peut-être un ou deux exemples aussi là Oui, tout à fait. En fait, liés à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cahier des charges de la création de cette nouvelle usine, on a eu des ambitions qui étaient très claires en termes de gestion de nos énergies là-dessus. Et donc, sur la consommation électrique, on a réduit de 2/3 notre consommation électrique nécessaire pour réaliser un verre, grâce à des panneaux solaires qu'on a installés sur le toit, donc plus de 3000 m². Et ensuite, la récupération en fait, de la chaleur des différentes utilités. Donc, on n'a pas de gaz en fait, dans l'ABEX, donc pour chauffer, on récupère cette chaleur sur le sujet. Autre élément sur la consommation d'eau, parce qu'on a besoin d'eau en fait, pour usiner les eaux verres. Et en fait, on est en boucle fermée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le verre est usiné, les déchets et l'eau se mélangent. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on filtre ces déchets en sortie, on va compacter ces déchets, et ces déchets vont être revalorisés en énergie dans d'autres industries. Et l'eau va être réutilisée pendant plusieurs centaines de milliers de cycles. Ah oui, donc c'est un circuit fermé. Exactement. Quasiment. Donc système également développé par nos équipes. Voilà, ce centre d'excellence d'Essilor Luxottica qui est en région parisienne. Merci beaucoup Mathieu Barbet. Je vous en prie et merci de l'invitation. Merci à vous. Très bonne soirée. Directeur des opérations RX France chez Essilor Luxottica. Il est 20h47. Direction la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et nous accueillons Kesso Diallo. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et tu vas nous parler ce soir de Florence Woerth, candidate à la mairie de Chantilly, qui, écoutez bien, utilise l'IA pour sa campagne. Et oui, il faut croire que l'IA, c'est désormais une arme pour cette candidate aux élections municipales de 2026. Elle a annoncé sa candidature en septembre et depuis, elle utilise l'IA comme outil de campagne. En fait, elle l'utilise dans un but bien précis pour transformer ses réunions publiques en podcasts journalistiques. Alors en fait, chacune de ces réunions est d'abord enregistrée, puis confiée à un logiciel d'IA pour en faire un podcast qui est incarné par deux voix artificielles. Et ces deux voix, apparemment, elles échangent comme deux journalistes, tout en vulgarisant les principaux points qui sont abordés lors des réunions. C'est ce que affirme l'équipe de campagne de Florence Woerth. Mais évidemment, l'IA ne fait pas ce travail toute seule. Des directives lui sont fournies en lui disant, par exemple, sur quel point elle doit se concentrer pour éviter des bourdes. Mais Kesso, c'est quoi l'objectif de cette démarche ? Alors pour Florence Woerth, en fait, c'est très simple. C'est un moyen de rendre les informations qu'elle partage lors de ces réunions plus claires, plus vivantes et plus accessibles. D'ailleurs, il y a des habitants qui se sont réjouis de cette initiative parce qu'ils peuvent écouter ces podcasts lorsqu'ils font du sport ou en faisant leurs courses, par exemple, ce qui serait difficile à faire lors d'une réunion publique. Mais d'autres se méfient par contre de cette initiative et plus globalement des outils d'IA, parce qu'à cause de ces outils d'IA, évidemment, il est plus difficile de distinguer le vrai du faux, comme on peut le voir aujourd'hui avec les images ou les vidéos générées par IA. Voilà, à surveiller, mais en tout cas, initiative intéressante. Mais surtout que ce n'est pas la seule. Voilà, de la part de Florence Woerth. Voilà, donc un cas très intéressant. Et vous pouvez en savoir plus, bien évidemment, en allant sur le site de Tech & Co. Merci beaucoup, Kesso Diallo. Il est 20h49. On va maintenant s'intéresser à une technologie passionnante qui s'appelle le Li-Fi. Vous vous dites Kesako, no stress, on vous explique tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Benjamin Azoulay nous a rejoint. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Oletcom. Vous avez été auparavant directeur général de Philips Lighting France. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez misé avec Oletcom sur l'Internet par la lumière. La lumière, c'est ce qu'on appelle le Li-Fi. Alors, ce n'est pas une nouvelle technologie. Ça fait des années qu'on l'évoque. Le fait de pouvoir transmettre des données, un peu comme du Wi-Fi, mais par la lumière, ça a des avantages. Vous y croyez. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette technologie et qu'est-ce que c'est exactement ? Tout d'abord, le Li-Fi, c'est la communication par la lumière. C'est un peu comme du Morse. On va éteindre et allumer, on appelle ça une modulation, très vite, 30 millions de fois par seconde, et avec ça, on envoie et on reçoit de l'information. Et donc, non, l'œil ne le voit pas, en fait. Évidemment, à 30 millions de fois par seconde, il est impossible de le détecter à l'œil nu. Et le gros avantage, c'est la vitesse. D'abord, on atteint des vitesses très importantes. Le deuxième avantage, c'est la sécurité. On a pas mal d'applications de défense parce qu'il est impossible ou quasiment impossible de hacker de la lumière. On ne peut pas la brouiller et ça fait une technologie pour certaines applications qui est extrêmement intéressante. Et puis on maîtrise aussi sa propagation, c'est ça ? Exactement. Alors que le Wi-Fi, c'est plus compliqué. Voilà. C'est-à-dire que là, si je sors du faisceau lumineux, j'ai plus de connexion. Exactement. Vous ne pouvez pas voir les données, capter les données si vous êtes en dehors du faisceau lumineux. Ça fait des années que le Li-Fi existe.
est-ce que ça décolle ? J'ai pas l'impression, alors j'ai pas envie de vous froisser, mais j'ai pas l'impression que ce soit rentré véritablement dans les mœurs, c'est que les grands industriels de l'électronique se sont emparés de cette technologie. Alors c'est tout à fait vrai. Nous rêvions à un moment donné que ça remplace tout simplement le Wi-Fi, que tous les smartphones soient équipés de cette technologie. Ça n'a pas été le cas parce que les mastodontes qui sont Intel, qui sont Qualcomm, qui sont Broadcom, n'ont pas encore décidé d'intégrer le Wi-Fi dans leur puce. Et tant que ça n'est pas le cas, on ne pourra pas atteindre le grand public. En revanche... Parce qu'ils estiment que le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G, la 5G suffisent aujourd'hui. Absolument. Et il faut reconnaître que le Wi-Fi a fait d'énormes progrès, la 5G également. Du coup, aujourd'hui, nos applications sont les applications plutôt défense. On a équipé 2 brigades blindées, une division de l'armée française. Nous en sommes très fiers. Les applications Vous pouvez nous expliquer un exemple de ces usages, en fait, dans le domaine de l'armée ? Dans le domaine de la défense, ce sont les postes de commandement mobiles, où on n'a pas le droit, et on ne peut pas, pour les questions de sécurité, utiliser des radiofréquences, parce qu'on est très rapidement détecté par l'ennemi. Vous êtes sur le front ukrainien aujourd'hui, si vous allumez votre radio ou votre smartphone, vous êtes détecté en à peu près 7 secondes. OK. Et donc, aujourd'hui, on cherche, dans les environnements électromagnétiques contestés, radiofréquences contestées, à trouver des solutions pour communiquer discrètement, sans utiliser les câbles, parce que les câbles, c'est très lourd, c'est compliqué à mettre en place, on a besoin d'agilité. Donc, une tente de l'armée, un poste de commandement mobile, a besoin de bouger en permanence, et c'est la raison pour laquelle on a tout de suite trouvé notre marché. Bon, je vous annonce qu'on a installé 44 postes de commandement mobile de l'armée française. Alors, c'est quoi le schéma ? C'est qu'il y a du Starlink, ou une connexion Internet par satellite, et après, la diffusion de cet Internet se fait par le Wi-Fi, justement, sur des zones bien précises, c'est Exactement. Ça ? Et ça, c'est indétectable. Et ça, c'est indétectable. Et évidemment, vous pensez bien que le département de guerre d'électronique de l'armée française a testé et n'a rien trouvé. Et c'est la raison pour laquelle, Donc, nos forces vont gagner énormément de temps à déployer le réseau dans leur centre de commandement grâce à cette technologie. Alors, parlez-nous, parce que ça, c'est un exemple, mais vous êtes là aussi ce soir pour nous parler de Lucie, qui est un nouveau terminal intersatellite, justement parce que cette connexion par la lumière marche sur Terre, mais elle marche aussi dans l'espace. Elle marche encore mieux dans l'espace. Elle marche encore mieux dans l'espace. Il n'y a pas d'atmosphère, donc le lien est, j'allais dire, direct dans le vide. La lumière est plus pure et se propage plus longuement et va plus loin aussi. Alors, notre histoire dans le spatial a commencé avec ce produit qui s'appelle Satellife, qui est un produit LiFi qui était destiné à remplacer du câble à l'intérieur de satellites. On a lancé ce produit dans le satellite OneWeb qui a été lancé par Starlink, par SpaceX en 2023. OneWeb qui est d'ailleurs l'un des concurrents de Starlink. Absolument, absolument. Et donc on a un satellite OneWeb qui a testé cette technologie depuis 2 ans et demi et ça marche très bien. Ok. Mais c'est à l'intérieur en fait. C'était à l'intérieur. Et on s'est un peu enhardi, on s'est dit à partir du moment où ça marche bien à l'intérieur, les équipes de R&D de l'EDCOM ont commencé à maîtriser la spatialisation des produits, qui est un environnement très difficile, très exigeant. On s'est dit pourquoi pas candidater pour faire des liens très longue distance, 8000 km, à des vitesses très importantes de 100 gigabits par seconde. C'est un peu la fibre optique de l'espace. C'est un peu comme dans les bâtiments aujourd'hui, il n'y a plus de bâtiments de bureaux qui se construisent sans fibre optique. C'est de la lumière à l'intérieur de la fibre optique. Aujourd'hui, dans le domaine du spatial, les satellites sont en train de s'équiper au fur et à mesure de cette technologie-là pour les constellations, c'est-à-dire les groupes de satellites qui doivent communiquer entre eux pour créer un réseau mesh, un réseau maillé. Alors, on m'a parlé du laser aussi. C'est-à-dire que c'est une technologie concurrente du Wi-Fi, parce qu'il paraît que le laser aussi, c'est génial pour connecter 2 satellites entre eux à des vitesses incroyables. Alors, en réalité, nous utilisions déjà du laser dans ces produits-là. C'est 2 technologies différentes ou finalement c'est la même ? C'est la même technologie en réalité, sauf que le laser va avoir une divergence de faisceau, on appelle ça, très très petite, des centièmes de degrés. Alors que le Wi-Fi, lui, on va plutôt ouvrir beaucoup plus largement, par exemple pour éclairer dans une tente. En réalité, on la module de la même façon. Okay. Au lieu de moduler la lumière à 30 millions de fois par seconde, d'éteindre et d'allumer, cette fois-ci, on va atteindre des milliards de fois par seconde. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces vitesses-là et à aller très loin dans l'espace, jusqu'à 8000 km, avec des enjeux techniques extrêmement importants, puisque les 2 satellites bougent.
et il bouge à des vitesses, j'allais dire astronomiques, si je peux m'exprimer ainsi, de 15 km par seconde. Donc il faut également... Qui se synchronise. Absolument. Voilà, parce que là encore, en fait, la diffusion est relativement fragile. Il suffit qu'il y ait un obstacle où, on va dire, qu'on ne soit plus en parallèle, ou en tout cas pas en parallèle, mais en vue directe du produit, pour que ça ne marche plus, en fait. Voilà, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous offrons à nos clients la possibilité d'une réacquisition en moins de 10 secondes en cas de coupure. C'est comme ça qu'on pallie le fait qu'effectivement, il va y avoir des scénarios où les deux satellites vont se croiser, par exemple, ne vont pas pouvoir garder la liaison. Benjamin, c'est génial. Vous avez là un Eldorado qui s'offre à vous. Est-ce que vous avez des concurrents ? Alors oui, sur ce sujet-là, nous on a été inspiré par Starlink, qui a été le premier satellite à être équipé de cette technologie. Ok, mais c'était pas la vôtre. C'est eux qui l'ont développé ou ils ont racheté une boîte ? C'est celle de Starlink. Ils l'ont développé en interne. Et ça nous a inspiré en disant, puisqu'on a le Li-Fi, pourquoi pas avec les brevets de l'EDCOM dans le domaine de la photonique, aller vers cette technologie. C'est un très gros marché. Pour simplifier, nous on veut devenir le champion français des communications spatiales optiques. Européen, pourquoi français ? Pour l'instant. En Europe, il y a d'autres. Vous avez des concurrents ? Alors, j'ai des concurrents surtout en Allemagne, des sociétés qui s'appellent Tessat et Minaric. Mais ce que nous proposons, nous, c'est un produit qui va être 2 fois moins lourd. Il va faire 10 kilos au lieu de faire 20 kilos pour nos concurrents. Et comme il y en a jusqu'à 4 par satellite, vous imaginez ce que représente un gain de 30 à 40 kilos par satellite. Et c'est comme ça que pour le coût de lancement, en fait. Exactement. Surtout pour le coût de lancement, sur certaines constellations, on peut gagner jusqu'à un lanceur. Ça fait pratiquement... Avec les mêmes performances qu'un produit 2 fois plus lourd. Avec les mêmes performances. Voilà, ça c'est l'ambition. Je tiens à remercier le CNES qui nous a fait confiance, qui nous a sélectionnés. On était confrontés à un gros de la profession et on a gagné cette appel d'offres et qui nous accompagne avec les meilleurs experts photoniques et les meilleurs experts dans le domaine du spatial qui accompagnent mon équipe de façon à pouvoir aller en orbite avec cette technologie et ces nouveaux produits. Fin 2027, début 2028, on l'espère. Eh bien, on va suivre ça de près. Merci, c'est passionnant. Benjamin Azoulay, PDG d'OLEDCOM, donc l'Internet par la lumière qui arrivera grâce à vous dans l'espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour terminer ce Tech & Co, merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous toutes et à vous tous. On sera là demain, mercredi, bien évidemment. Notez l'horaire, 19h30 en direct à la radio, à la télé. Et puis si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Les replays et les podcasts vous attendent. Notez aussi que Tech & Co est dorénavant diffusé aussi sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Tous les jours, vous avez votre émission en replay. Et c'est vrai que YouTube, c'est bien pratique pour ça. À demain, avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.